Merci. Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints à nouveau. Vous serez bientôt plus d'une centaine à nous rejoindre pour cette nouvelle mini-conférence 30 minutes pour demain. 30 minutes pour demain, c'est une série de mini-conférences quotidiennes que nous organisons tous les jours à 14 heures, en lieu et place des événements que nous organisons habituellement nombreux à Léonard Paris, notre espace de travail du 12e arrondissement. Léonard, c'est la plateforme de prospective et d'innovation du groupe Vinci qui défriche, explore continuellement les tendances et les nouveautés et l'innovation en particulier en matière de construction, de conception, de construction, d'exploitation des villes et des infrastructures telles que nous les faisons l'expérience tous les jours. Donc passer l'effet de sidération, je le dis toujours, et le temps que nous avons tous consacré à la réorganisation de nos activités respectives, professionnelles et l'intime, il nous a semblé important de continuer de nous réunir, pas seulement pour parler de la crise sanitaire et probablement de la crise économique ou de la crise des villes peut-être à venir, mais aussi de ces thématiques prospectives qui nous occupent régulièrement à Léonard, et ainsi que nos autres partenaires, la Fabrique de la Cité, la Fondation Vinci ou le Lab Recherche Innovation, qui sont co-organisateurs de certaines de ces rencontres. Cette fois-ci, pour cette dernière conférence de la semaine, et en attendant que nous vous annoncions le détail de la programmation de la semaine prochaine qui sera tout aussi passionnante, nous avons voulu faire un pas de côté et donner la parole en particulier à Nicolas Mainviel, qui est designer, et Olivier Vatelet, qui est anthropologue, et qui tous les deux donc travaillent au sein du collectif Making Tomorrow, qui cette année ont travaillé avec nous pour produire une étude que nous avons trouvée intéressante, qui a déjà été publiée sur le site de Léonard et dont je vous donnerai le lien dans un instant, qui porte sur la façon dont le jeu vidéo peut inspirer la ville et ses usages. Et on verra en particulier qu'on parle de construction, de mobilité et du quotidien tel qu'on peut en faire l'expérience dans nos villes. Je vais donner la parole, comme d'habitude, une trentaine de minutes à Nicolas et Olivier pour une présentation qu'ils vont vous faire donc dans un instant. Je rassemble vos questions sur l'espace de chat qui se trouve en bas à droite de l'écran, sur lequel je vous invite tout au long de leur présentation de rassembler ou à proposer vos questions. Et je m'en ferai le porte-voix et je les leur poserai à la suite donc de cette première demi-heure pour un temps d'échange. À l'issue, ne partez pas. Nous pouvons continuer à débattre et à échanger ensemble sur l'espace networking qui apparaît ou apparaîtra sur la partie gauche de votre écran. Nicolas, Olivier, c'est à vous. Je vous laisse la parole. C'est parti. Merci. Merci beaucoup. Je lance le partage. Est-ce que tu peux juste me confirmer, Mathieu, que c'est bon? Mathieu, on est bon pour le partage? Allô? Mathieu, on est bon pour le partage? Je suis un peu tout seul là. C'est bon? Ah, tu dis c'est bon, ok, tu le tapes, ok, on y va, génial. Écoute, écoutez, merci beaucoup d'être là et merci à Léonard de la double opportunité du coup, parce qu'on avait déjà présenté l'étude et là on recommence sur un format plus court. Donc on a le parti pris de sélectionner dans tout ce qu'on avait déjà rédigé. La ville et les jeux vidéo, il y a une raison toute simple qui est à l'origine du choix de traiter ce sujet-là. C'est que finalement, dans les fictions en général et dans les jeux vidéo en particulier, les designers, les concepteurs font ce qu'on appelle du world building. Ils créent des mondes à partir de rien, ce qui est particulièrement vrai dans le cas des jeux vidéo, puisque ça va être totalement centré sur un usager qui est le joueur en l'occurrence. Et donc l'objectif était de se dire en quoi est-ce qu'un world building abouti peut nous permettre, en tant que designer, concepteur de ville, d'appréhender les choses différemment. Donc la question était, est-ce que finalement c'est inspirant ou est-ce que c'est limitant? Donc on s'est immergé, on a interviewé des joueurs, des designers, des développeurs de jeux, des architectes, et le premier retour, le premier élément d'analyse, c'est que finalement la ville dans les jeux vidéo revêt le même caractère que dans la vie qu'on connaît. Elle est là pour protéger, on y va pour se ressourcer, pour se réparer entre guillemets, pour faire du commerce, pour dormir. Et il y a peu de choses qui sont réellement radicales. Finalement, tout ce qu'on observe de radical est au service du gameplay. À peu près tout le monde ici doit connaître Assassin's Creed, mais quand on regarde Assassin's Creed, cette vue canyon qui est récurrente dès qu'on parle de ce jeu-là, elle est là au service du gameplay. Donc elle vient structurer la ville de manière purement esthétique,
mais évidemment, elle est là pour accompagner le joueur. Donc, ce point de vue-là, mais on va creuser ça plus tard, il y a peu d'éléments vraiment un peu radicaux ou très décalés qui sont sortis au début, à part quelques pratiques qui nous ont intéressés. Donc ça, c'est une vidéo, on va pas vous la présenter, mais c'est un collectif qui s'appelle les 8-bit Bastards, les enfoirés du 8-bit, qui vont utiliser en fait les mondes ouverts pour avoir une mobilité très spécifique et qui vont marcher, par exemple, vont faire des vidéos de marche tout simplement dans GTA pendant 5 heures. Et ils vont essayer de traverser la ville. Alors en ligne droite, ce qu'on fait pas en temps normal chez nous, de manière décalée, mais donc ça va proposer de nouvelles mobilités, c'est quasiment poétique d'ailleurs, mais on n'a pas souvent ce type de démarche et ce type de mobilité. Donc ça, c'est plutôt inspirant, même si a priori, quand on s'était lancé, on s'était dit ah oui, mais on est très très proche quand même de la reproduction de ce qu'on fait dans la réalité. Alors le deuxième angle qu'on a essayé d'explorer, c'est celui finalement de où est-ce que je joue, où est-ce qu'on joue. Et alors c'est intéressant parce qu'on a eu pas mal de jeux qui récemment ont mobilisé des joueurs dans la ville, et donc il y a eu une sorte d'effet d'attention sur le fait de jouer en mobilité. Qui est un peu l'arbre qui masque la forêt, puisque quand on regarde les études disponibles, et notamment en France, on se rend compte qu'en grande majorité encore, la pratique du jeu, elle est faite depuis chez soi. Donc c'est assez intéressant de voir que l'expérience des villes, telle qu'on l'a dans les jeux vidéo, finalement, c'est une expérience que l'on a dans le confort de son espace domestique, dans sa chambre, son salon, les toilettes, autres endroits. Et donc il y a un vrai décalage en réalité. Pour autant, il existe quand même des pratiques de jeux en mobilité qui sont hyper intéressantes à suivre. C'est un phénomène en réalité très ancien. Les sociologues de Chicago observent depuis les années 30 le fait que dans les temps de commutage entre la résidence et le lieu du travail, eh bien, on cherche à s'occuper. Donc c'est vraiment une pratique qui est très ancrée dans notre civilisation, d'avoir des espaces de latence dans les mobilités. Et le jeu trouve cette place, effectivement, à l'intérieur de ces temps de latence. Et donc finalement, ce qu'on observe, c'est qu'on a une grande tendance de jeux qui sont joués dans ces espaces un peu mous de nos mobilités urbaines, où on n'est pas tous égaux entre les hyper-centres-villes, les gens qui habitent dans le centre-ville, et ceux qui habitent en périphérie, qui n'ont pas le même type de mobilité. Et puis on a quand même malgré tout qui émerge, et ça c'est très intéressant à suivre, des mobilités pour jouer, où on va faire des détours dans ces trajets, on va rejoindre des arènes invisibles pour pouvoir jouer. Et donc ça effectivement, ça a un impact réel sur les mobilités concrètes dans les villes, mais ça reste encore aujourd'hui un épiphénomène. Donc c'est un épiphénomène, mais intéressant à suivre. Alors, si on observe, si on se pose la question de l'impact du jeu sur la ville, donc il y a son usage, mais il y a aussi la réflexion qu'on peut avoir avec les citoyens sur leur implication dans la conception des villes. Et donc, on a vu émerger un certain nombre de jeux par des majors dans le secteur du bâtiment ou de l'informatique notamment, où on a eu des propositions un peu en mode SimCity qui invitaient finalement les citoyens à jouer pour se rendre compte des enjeux que représente la gestion d'une ville. Alors à la fois c'est très intéressant parce que c'est un outil participatif, il y a un potentiel de participation, et en même temps quand on regarde la mécanique du jeu, ce que les experts nous pointent, c'est qu'en réalité les dés sont pipés, c'est-à-dire que les mécaniques des jeux en mode SimCity sont des mécaniques qui vont toujours reporter le problème sur le joueur. C'est à cause du joueur que l'État n'est pas en équilibre, l'État de la ville n'est pas en équilibre, et on se retrouve toujours finalement à avoir une ville qui s'effondre et qui nous invite à croire qu'il faut absolument l'organiser de manière top-down avec des principes de divers types qui sont inscrits dans les algorithmes du jeu. Donc il y a un potentiel participatif, mais attention, les jeux en mode SimCity en général, eh bien, biaisent la perception qu'on peut avoir de l'expérience de gestion d'une ville. Alors heureusement, il y a d'autres expériences qui sont pour le coup vraiment en marge de cette approche SimCity et qui elles sont vraiment intéressantes à creuser et à dupliquer potentiellement. Et un exemple qui nous a marqué dans notre recherche, c'est celui de Participatory Chinatown qui a été développé à Boston et qui a vraiment consisté à modéliser tout le quartier de Chinatown à Boston pour réaliser des grandes sessions de jeux avec plusieurs dizaines de participants citoyens de ces quartiers qui avaient des missions à réaliser dans cet environnement dupliqué. Et ces missions à réaliser leur permettaient de s'immerger dans la peau de citoyens d'origine asiatique pour essayer d'identifier les problèmes qu'ils ont dans leur vécu de citoyen. Et ensuite, une fois que tout le monde avait joué, de pouvoir organiser des ateliers d'intelligence collective et faire des nouvelles propositions d'aménagement de l'espace, de création de services en destination des citoyens.
Là, ce jeu s'est avéré efficace parce qu'il avait un ancrage très concret dans la réalité et qu'il y avait un hybride entre le jeu et la vie réelle qui permettait finalement de s'enrichir mutuellement. Donc toujours dans cette recherche de liens vie réelle, jeux vidéo, inspiration réciproque, il y a évidemment les enjeux de la cartographie, qui ont été beaucoup traités, hein, honnêtement, là-dessus. Mais ce qui nous est intéressant, il y a une petite dichotomie dans les jeux qui est autour de on-screen radar, donc les informations pendant que je joue qui me permettent de me déplacer, versus la dimension pause menu. Et là, on a un peu la conviction qu'il y a vraiment une analyse UX de toutes ces cartographies pause menu à faire. Donc là, on est dans Spider-Man, et puis il y a une espèce de prédiction des crimes, comme elle peut être faite à Mexico par IBM, une cartographie qui va, et ça certains chercheurs nous ont dit, malheureusement des fois en fait, impliquer que le suivi du jeu devient un petit peu un suivi de la carte, au détriment de l'expérience de la ville elle-même. Mais ça reste un artefact intéressant, qui est quelque chose qu'on pourrait utiliser dans la vraie vie. Et le deuxième, qui est évidemment le heads-up display ou le on-screen radar, etc., c'est évidemment ce côté Google Maps qu'on connaît tous très bien, qui apparaît régulièrement dans les jeux vidéo. Et ce qui nous frappe, c'est que souvent, quand on parle d'imaginaire et de fiction, on parle de boucle de rétroaction. Donc, il y a un très bel ouvrage de David Kirby qui s'appelle Lab Coats in Hollywood, qui analyse comment les consultants, les chercheurs participent à la construction des fictions, des films, des jeux vidéo, et inspirent ça. Et donc, on raconte toujours qu'il y a une boucle de rétroaction entre ce que fait la recherche, ce que présentent les fictions, qui elles-mêmes nourrissent la recherche, etc. Et après avoir creusé, là, en fait, on s'est rendu compte que c'était très concomitant. C'est-à-dire qu'il y avait une très grande proximité qui était beaucoup plus courte entre les concepteurs de jeux vidéo et les développeurs de GPS. Et donc, on est presque quasiment dans du soft power, en fait. On va revenir là-dessus plus tard sur l'IA, mais ce qu'on voit dans les jeux vidéo va servir de source d'inspiration très rapide, très proche. Et de ce point de vue-là, le jeu vidéo a une vraie capacité esthétique à pousser des partis pris et des UX qu'on va retrouver après dans la vie réelle. Je suis tout seul là. Olivier ? Ah, je suis là. J'attendais que tu tournes la page. Ah, pardon. Oui. J'ai tourné, non ? Elle y est, Oui, ouais. elle y est, parfait. Ouais. Donc, un autre aspect intéressant du jeu en termes d'inspiration qui nous a marqué, c'est finalement l'hyperréalisme de représentation des villes qui est très abouti. Hein. La franchise GTA nous montre bien, mais il y a d'autres franchises où il y a un vrai travail de documentation quasi ethnographique avec des immersions dans les villes très très avancées. On pourrait se dire, bah, c'est un artefact pour rendre le jeu encore plus séduisant et crédible, et c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça génère auprès de la communauté des joueurs. Et donc, effectivement, dans le cas de GTA, on va retrouver une segmentation du territoire très très fine qui se marque jusque dans la quantité d'herbe qu'il y a entre les pavés de la route, qui indique finalement une sorte de relative pauvreté d'un quartier versus un autre. Donc, c'est extrêmement avancé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que des joueurs s'en saisissent comme d'une manière de faire une sorte d'exploration du double de la ville. On connaît l'idée du patient numérique doublé qui permet de tester des protocoles médicaux sur un patient virtuel. Et bien là, on a un peu la même chose avec une ville que finalement on peut explorer à l'avance d'un voyage, avant de faire un déplacement. Et donc on retrouve ces pratiques réelles auprès d'utilisateurs qui invitent d'autres, par exemple, à aller explorer un jeu en disant bah, « Regarde, moi j'habite dans tel quartier, immerge-toi déjà grâce au jeu, comme ça quand tu me rejoindras, tu auras déjà une expérience. » Et donc il y a cet effet effectivement de soft power qui est assez important sur quelques villes qu'on va retrouver dans les jeux qui sont très très bien représentés, qui donne finalement une sorte d'attractivité, une expérience avant même d'y être allé et qui induisent les expériences à venir. Et ça, on pense qu'il y a effectivement un potentiel assez intéressant dès lors que le réalisme des villes, eh bien, on va le voir ensuite. Aujourd'hui, on est beaucoup plus capable de l'automatiser par des modalités d'intelligence artificielle dans la reproduction de l'environnement. Alors, ce qu'on propose après cette intro un peu large, c'est de focaliser sur 3 enjeux, sur 3 analyses thématiques, qui sont l'IA, la mobilité et la résilience. Ça, c'est d'actualité. Il y en a un peu plus dans la recherche, mais là, on n'a pas le temps et on s'est dit que c'était les éléments les plus séquents. Si on zoome sur l'IA, nous, on est arrivé avec beaucoup d'attentes et finalement, la manière dont ça se développe et ça sent qu'on mélange les jeux vidéo est très particulière. Je vais revenir sur la notion de soft power là, dont on parlait tout à l'heure. Mais pour ceux qui connaissent Cortana, c'est l'intelligence artificielle qui accompagne le héros de Halo, qui est un jeu développé par Bungie, qui a été racheté ensuite par, je crois, 343 et qui appartient depuis à Microsoft. Et ce qui est assez dingue dans cette histoire-là, c'est que concrètement, Microsoft a développé Cortana, celui que vous avez sur vos ordinateurs,
en s'inspirant de ce qui avait été fait dans le jeu vidéo. Donc en fait, les développeurs de Halo ont créé cette esthétique, cette forme d'habituation en fait à ce type d'imaginaire sur lequel ont sauté les développeurs de Microsoft en se disant finalement tout est déjà là. C'est même pas une question de s'en inspirer, on va le prendre tel quel et on va le mettre en place. Donc ce qui nous interpelle, c'est la capacité des jeux vidéo à habituer des publics à des formes de mobilité, d'UX ou d'interaction, au point que Microsoft se rapproprie totalement l'IA d'un jeu first player shooter un peu agressif. Je ne sais pas si la vidéo va marcher, je le tente quand même. Mais sur cette vidéo-là, on est dans Red Dead Redemption. Pour ceux qui ne le voient pas, c'est pas grave. En fait, donc là, le cowboy tire en l'air et on voit un oiseau qui tombe. Ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est quand on voit ça, on se dit c'est incroyable. Le type arrive, il tire en l'air, et il y a une IA derrière, donc toute la mécanique de jeu est fluide et absolument étonnante. La réalité, c'est que c'est un hasard pur que les développeurs ont découvert après, donc ça fait un petit buzz. Ça a eu sa petite notoriété sur Internet au moment du lancement du jeu. C'est qu'en fait, les algorithmes qui gèrent le vol des oiseaux sont indépendants des algorithmes qui gèrent le vent, qui gèrent les algorithmes même de je sais pas quoi dans le jeu. Et il se trouve que c'est un hasard complet, mais quand il a tiré en l'air à ce moment-là, dans la cinématique, un oiseau est tombé, tout le monde a trouvé ça rigolo et on l'a gardé. Et donc finalement, le sentiment de plausibilité qui est dans le jeu, dont nous, au début, on s'est dit en entrant, mais les IA vont avoir un rôle très très important là-dedans, et bien finalement, ça relève plus de l'aléatoire. On n'est pas dans la génération procédurale comme on pourrait s'y attendre. Et c'est pas tellement dans ces éléments-là du jeu, en tout cas des jeux vidéo en général, qu'on va trouver les vrais ajouts et la vraie potentialité de l'intelligence artificielle. Alors de même, il y a des réflexions sur, je l'ai un peu introduit, sur l'usage de logique procédurale, donc d'automatisation de création d'éléments du jeu en s'appuyant sur les formes d'intelligence artificielle. Et sur le même niveau, les résultats aujourd'hui sont assez peu excitants. Alors ils sont très exploités pour ce qui est de reproduire de l'environnement visuel, donc de recréer des univers de ville en s'inspirant d'objets réels. Et ça fonctionne assez bien dès à présent, et donc ça permet de créer des mondes ouverts extrêmement riches. Par contre, pour ce qui est vraiment du gameplay à proprement parler, aujourd'hui, les expérimentations sont plutôt dans le sens de dire qu'on a besoin de la touche humaine pour être capable de créer un jeu grâce à une forme d'intelligence. Et un projet assez intéressant à ce titre, c'est le projet Angelina, qui a été développé à l'université de Portsmouth, où ils ont développé un algorithme de création de jeux avec des mécaniques de jeu qui étaient injectées initialement. Et donc, sur une centaine de création de jeux, 3 seulement ont été estimés jouables par des joueurs ordinaires. Donc on voit qu'en réalité, l'intelligence artificielle en tant que support de création de jeux, en tout cas, aujourd'hui, on est plutôt dans une forme d'assistance pour enrichir l'expérience, mais on est très loin de travailler à la création de contenu par l'intelligence artificielle. En réalité, là où on voit des pistes très intéressantes, alors pas forcément travailler dans le secteur urbain, mais qui pourraient tout à fait s'y transposer, c'est le fait que le jeu va réunir une grande quantité de joueurs humains, et donc c'est finalement ce temps de disponibilité, d'intelligence et de créativité des joueurs qu'on va pouvoir exploiter, notamment dans le développement de l'intelligence d'une intelligence artificielle, dans l'intelligence d'un algorithme. Et donc, il y a quelques expérimentations en Espagne, aux États-Unis, sur des jeux à la fois qui portent dans le domaine médical ou dans le domaine du catering, mais aussi militaire, où on va mettre l'intelligence artificielle en situation d'interagir avec des joueurs humains, et en fonction de la réaction de l'humain, l'intelligence va apprendre quelles sont les bonnes et les moins bonnes réactions. Donc là, finalement, ce qui est très fort dans le jeu et qui aujourd'hui est peu exploité, c'est, en tout cas, peu exploité dans l'univers de la conception des villes, parce que c'est très exploité dans l'univers de la science collaborative notamment, c'est le fait que vous pouvez distribuer des tâches auprès de joueurs, et si ces tâches sont attractives, parce que le gameplay est entraînant, eh bien, ça vous permet d'injecter de l'intelligence dans un système, et pourquoi pas un système apprenant. Donc ça, c'était pour l'IA. Sur la dimension mobilité, on est évidemment chez Léonard, donc c'était un sujet qui était absolument clé. Peut-être déjà en introduction deux points clés. Dans les jeux vidéo, quasi systématiquement, on va avoir une mobilité géographique. Donc je vais devoir déplacer un personnage dans un environnement qui peut être ouvert ou qui peut être fermé. Mais cette mobilité géographique va s'associer à un flow, à une mobilité narrative quasiment, qui va déterminer dans quelle mesure je prends telle ou telle action. Les deux peuvent être associés, les deux peuvent être décorrélés, mais donc on a toujours ce développement et ces deux mobilités-là
Pour une raison tout simple, c'est que on peut pas être totalement fluide en fait. Les mobilités dans les jeux vidéo doivent être résistantes. Si c'est trop facile de me téléporter directement au dernier niveau, évidemment, le jeu perd dramatiquement de son intérêt. Et donc c'est intéressant parce que dans la vraie vie, on n'introduit quasiment jamais une volonté de résistance, à part avec des dodanes, dans les mobilités que l'on connaît. Et là, elles sont parfaitement maîtrisées, juste suffisamment pour être énervantes, mais suffisamment pour que je continue quand même. Et donc concrètement, on essaie de cartographier tout ça. Ça avait déjà été fait évidemment avant nous par des sociologues. On retrouve les mobilités de la vie ordinaire dans les jeux vidéo. On retrouve la mobilité travail, on retrouve la mobilité conquête. On retrouve ce type de mobilité de manière systématique. Elles sont très exagérées pour qu'on puisse les lire plus facilement. Dans Assassin's Creed, je vais tuer quelqu'un et que je passe par l'étoile, la mobilité est décalée, mais ça reste une mobilité travail ou une mobilité conquête. Dans tous les jeux de plateau où je dois prendre du territoire, on est dans la mobilité de conquête. Et en fait, ce qui nous a plutôt frappé, c'est de voir, en tout cas, la mobilité de tourisme, à quel point c'est une mobilité qui, sur certains jeux, donc là, on a donné l'exemple de Flower, qui est un jeu absolument étonnant, où on ne fait que souffler sur une fleur, c'est tout, il n'y a rien d'autre à gagner, et on y passe des heures, à juste balader une fleur. Et là, il y a une notion de mobilité gratuite, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand c'est pas forcément lié à un gain dans le jeu? Et donc, dans World of Warcraft, il y avait un moment du jeu où il faut attendre un bateau qui arrive par les airs, et ce bateau arrive toutes les X minutes. Et puis, entre-temps, c'est comme au bus dans la vraie vie, on parle aux gens à côté, on attend, on ne peut pas accélérer la chose, on ne peut pas payer pour aller plus vite. Donc, on l'a subi, entre guillemets, mais on réintroduit une mobilité qu'on a un peu tendance à oublier, même dans notre vie réelle. En fait, la mobilité, c'est quelque chose qui est très développé dans les jeux, puisqu'il y a toujours cette situation de faire déplacer un joueur, quasiment toujours. Et donc là-dessus, on trouve au niveau de l'ergonomie et des conceptions de système pas mal de pépites à exploiter. Certaines ont déjà été identifiées, comme un sujet très connu, c'est le low mooning, le fait que vous allez avoir des cartes qui vont pas forcément être claires directement, vous allez devoir reconstruire progressivement. Et avec des pratiques, et ce qui est vraiment intéressant finalement, c'est que vous avez des pratiques de joueurs qui reconstruisent les cartes eux-mêmes. Et donc, il y a cet apprentissage intéressant que quand vous donnez pas toute la carte, eh bien, vous investissez certains, en tout cas, joueurs, donc certains usagers de la ville potentiellement. Ça implique d'autant plus à essayer de reconstruire la ville une fois que la cartographie est incomplète. Ce qu'on peut trouver dans le jeu sous le nom de Fog of War, par exemple, qui est très connu. Vous avez aussi toutes ces pratiques de guidage qui sont extrêmement inspirantes, comme dans le cas de Mirror Edge, qui est très très bien mise en scène, où vous allez faciliter les déplacements du joueur grâce à des indices qui sont très bien codés dans l'environnement et donc qui interpellent sur cette capacité de coder discrètement pour amener à des parcours de manière beaucoup plus fluide. Et puis enfin, vous avez ces enjeux de mobilité où le fait que les choses soient cachées, qu'il y ait des épreuves, eh bien donne de l'attractivité aux usagers, notamment de la ville à nouveau, et qui donc sont des incitatifs assez puissants pour aller plus loin dans l'exploration et qu'on va retrouver notamment aujourd'hui dans des jeux avec des vocations d'exploration touristique, où on va inviter le visiteur à explorer plus de lieux avec ce gameplay qui crée l'envie, qui crée le désir. Donc ça, c'est 3 exemples qui sont assez connus dans la littérature, mais qui nous invitent à en chercher d'autres au cas par cas pour aller chercher des affordances utiles, puisqu'elles sont effectivement aussi efficaces dans le jeu. Donc ça, c'était pour la partie mobilité. Maintenant, on va focaliser un peu avant de terminer cette présentation sur la notion de résilience et de climat. Si on résume de manière un peu grossière, dans les jeux vidéo, la ville est principalement, et encore une fois, c'est de manière assez grossière, de 2 types. On a des villes qui sont d'un côté post-apocalyptiques, post-apo comme disent les geeks, et on a de l'autre côté des villes très techno, très futuristes, très propres à la Mirror Edge. L'intérêt des villes post-apocalyptiques, c'est qu'elles donnent à voir. Elles donnent à voir dans Fallout, par exemple, la ville de Washington après une apocalypse. Et donc on se balade dans une ville qu'on connaît, mais on s'habitue, entre guillemets, en tout cas on nous montre le résultat, les conséquences d'une catastrophe. Dans The Last of Us, ça va être Boston, enfin les exemples sont extrêmement nombreux. C'est intéressant parce que ça complexifie la démarche. Là, on voit bien que pour traverser le parking, c'est pas évident. On réapprend, entre guillemets, de nouvelles formes de déplacement. On est très loin de la fluidité qu'on connaît. Et de manière intéressante, il y a eu quelques recherches qui ont été menées avec des biologistes ou des botanistes qui ont dit, mais très concrètement, est-ce que ce qu'on nous présente là,
ce sera réellement Washington après un siècle, 2 siècles, 3 siècles, après une explosion nucléaire. Et la plupart du temps, c'est plutôt réaliste. Ce qu'on voit là, les types de fleurs, la manière dont elles grimpent, la destruction du métal, est assez représentatif de ce à quoi ressemblerait une ville après une apocalypse. L'autre option, mais je vais passer rapidement là-dessus, c'est la ville propre et futuriste, où en fait le combat n'est pas tant lié à la nature et à l'environnement, mais ça va être un combat qui va être plutôt de l'ordre politique. Et donc, Mirror Edge, je vais me déplacer pour éviter des gens qui sont au sol et qui vont me courir après, etc. Ce qui est intéressant à nouveau quand on se pose la question, est-ce que je peux utiliser le jeu comme une source d'inspiration ou comme un levier pour créer du changement, c'est vraiment de bien discuter de ce que rend possible le jeu. Et j'ai un peu introduit ce sujet tout à l'heure, on en a un peu parlé avec Nicolas, quand on a cité ces modes opératoires en SimCity, les qui vont donner de la tension dans le jeu. Et ce qui est vraiment intéressant quand on prend des jeux même plus ambitieux comme ici Civilization, c'est de voir qu'en définitive, la mécanique de jeu est construite pour être dans un état permanent de déséquilibre, où soit on est en croissance, soit on est en état d'effondrement. Évidemment, c'est interpellant comme modèle, puisque ça veut dire qu'en définitive, le joueur qui s'approprie, qui s'immerge dans ces modes de décision, finalement est toujours dans une idéologie qui serait celle de dire soit je crois, soit je m'effondre, et donc il n'y a pas de capacité, par exemple, de viser des états d'équilibre ou de viser des états de répartition plus équitables. Donc il y a une vraie problématique de dire comment est-ce que je pourrais concevoir des jeux qui explorent d'autres pistes de gestion collective de la ville, notamment. Et là, la réponse, eh bien, elle vient à nouveau des joueurs qui, dans certains jeux qui permettent ce type de développement, vont concevoir des modes, donc des sortes d'extensions avec une sorte de filtre, un autre gameplay, une autre composante de jeu qu'ils vont concevoir et qui permettent pour le coup là de pointer finalement des enjeux, notamment en termes de ressources, et comme dans ce cas-ci, ce mode de Minecraft, de suggérer que voilà, surconsommation des ressources implique finalement augmentation de la température, création de feux de forêt, etc. Donc d'inviter à introduire d'autres logiques que certaines logiques qui peuvent finalement enfermer les visions de la façon de se projeter face à la gestion des ressources. Certains jeux empruntent malgré tout cette direction, et donc on va trouver quelques petites pépites qui vont justement mettre en scène la négociation constante de ressources entre les joueurs, et on pense que c'est là une piste très féconde à explorer. À nouveau, cette fois-ci, ce qu'on attend, c'est finalement qu'on puisse le tester à l'échelle des villes. Ah, Nicolas, on t'entend pas. Ah, pardon, j'étais en train de parler, j'avais mis le micro, désolé. Ce qui est intéressant, si on développe un petit peu sur ce type de jeu, ce dont vient de parler Olivier, dans Fate of the World ou dans Ultima Online, en fait, par exemple, on a des chercheurs qui nous disent le problème fondamental, c'est que ce ne sont pas des jeux rigolos. La jouabilité ou le gameplay n'est pas suffisamment intéressant, les contraintes sont trop importantes. Et donc là, on a un chiffre qui nous a beaucoup frappé dans Fate of the World, donc qui est un jeu qui permet des simulations environnementales. À peine la moitié des joueurs sur Steam, ont passé le tuto. Donc c'est malheureusement assez significatif du fait que c'est difficile de rendre des jeux de simulation environnementale suffisamment fun, où la jouabilité est complexe. Et après, on avait évidemment des comportements de type passager clandestin, ou dans Ultima Online, qui est un jeu où on joue avec des animaux, en moins de 24 heures, tous les animaux qui étaient introduits dans le jeu avaient été tués par négligence ou juste pour le plaisir de les voir disparaître. Donc ça nous a amené à deux exemples qui nous ont frappés. Ça, c'est Arma 3, qui est un first-player shooter. Et quand on a creusé, quand on a parlé aux experts, ils nous ont dit, mais en fait, le véritable sujet, c'est peut-être juste non pas de faire jouer la simulation environnementale ou la résilience, mais d'en montrer les conséquences. Et dans ce qu'on voit dans Arma 3, qui n'est pas forcément une évidence, et pourtant, là, graphiquement, ça se voit, c'est qu'on est dans une civilisation post-fuel. Il y a plus les voitures ne se déplacent pas à la thermique, et on a des panneaux solaires à peu près partout. Et ça nous donne le sentiment d'être dans une société qui a fait sa transition énergétique, et on la montre comme ça, mais en fond d'écran derrière. C'est la trame de l'histoire qui est là, et qui va venir doucement nous murmurer, voilà, on est dans un environnement qui a réussi sa transition. C'est une espèce d'engagement qu'on pourrait qualifier d'informel, dans la mesure où il n'attaque pas directement des croyances ou des pratiques qui pourraient être en conflit avec soit les enjeux climatiques, soit des perceptions personnelles. Et quelque chose qui nous a fait beaucoup, alors qui nous a beaucoup amusé, mais qui en même temps était assez incroyable. Donc là, on est
Oula, Fortnite, voilà, sur le jeu Fortnite. Et en fait, il y a des chercheurs d'un peu partout d'ailleurs aux États-Unis. Il y avait le conseiller climatique de 2 derniers présidents américains qui ont créé ce qu'ils ont appelé la Fortnite Climate Squad. Et vous pouvez d'ailleurs les retrouver sur YouTube. Et en gros, ils hackent le jeu. Donc, ces chercheurs ont décidé que finalement, c'était compliqué de passer des messages. Donc, ils se sont mis là où sont les jeunes sur Fortnite. Ils ont fait une équipe. Et en fait, ils ne font que parler de climat. Donc, ils se tirent dessus, ils essaient de gagner le jeu. Mais ils font un cours littéralement en live, en hackant le jeu là-dessus. Donc, on peut retrouver des replays sur Twitch, etc., où on les voit en train de faire un cours de très très haut niveau d'ailleurs sur la crise environnementale et les enjeux liés. Donc, ce qu'on a essayé d'explorer rapidement, et là encore plus rapidement avec vous en une demi-heure, bah, c'est finalement, est-ce qu'il y a une potentialité d'exploiter le jeu vidéo pour repenser la ville ou concevoir de nouveaux usages? La réponse est oui, si on s'en tient à la notion de potentialité. Finalement, ce qu'on vous a montré, c'est qu'il y a beaucoup d'usages de la ville, mais que tant du point de vue du joueur en ville que de la façon de représenter ou de construire la ville, ont été finalement plutôt au service d'une jouabilité, d'une expérience maximalisée pour capter un public, une audience, et on est vraiment dans une logique économique d'attention, de captation de l'attention. Mais on a encore finalement assez peu de pratiques inspirantes de la manière de concevoir les villes. Pour autant, il y en a, et c'est là où on peut vraiment parler de potentialité. Il y en a autant dans le fait qu'il y a des nouvelles pratiques citoyennes qui peuvent émerger parce que le jeu nous invite à explorer autrement la ville, nous invite à visiter des choses, peut aider à réguler même nos parcours et nos déplacements, ce que certains opérateurs de mobilité font. On voit des villes qui vont utiliser le jeu comme un levier de soft power pour se faire connaître ou reconnaître à l'international, mais aussi, pourquoi pas, pour commencer à tester des hypothèses d'elles-mêmes et donc de se mettre en scène autrement. Et puis, on a des joueurs qui finalement vivent la ville autrement à partir du moment où ils se déplacent et utilisent ces ressources pour donner une autre signification, une autre expérience. Donc, notre grande conclusion, s'il fallait en partager une à celle-ci, c'est oui, le jeu a un vrai potentiel, mais pour cela, il demande peut-être plus d'impliquer encore les joueurs, dont on a vu à chaque fois que c'était eux qui finalement proposaient des alternatives, des regards singuliers pour nous aider à repenser l'expérience de la ville. J'ai arrêté le partage, j'espère que ça... On est repassé de l'autre côté. Donc voilà. Mathieu? Merci à tous les deux. Super, merci Nicolas et Olivier donc, de cette présentation, que, comme toujours extrêmement inspirante et qui nous donne envie, j'allais dire, autant de jouer que peut-être de faire un tour dehors. Je vais, comme convenu, vous poser certaines des questions qui ont été suggérées sur le chat, et peut-être pour commencer, celle de Damien, qui lui renvoie à un type bien particulier de jeu, qui est celui de, j'allais dire presque de réalité mixte, et en particulier qui pense à Pokémon Go, dont on se souvient qu'il a suscité un engouement considérable il y a 3 ans déjà, et a précipité littéralement des hordes de joueurs sur le terrain. Et pour ceux qui se promènent ici et là, et en particulier par exemple au parc de la Villette, qui semblait être un hotspot du jeu, on se souvient de voir des bandes précisément de joueurs qui étaient à la recherche précisément de Pokémon dans absolument tous les diverticules du jardin. Donc la question de Damien, c'est quel impact finalement l'usage de la réalité augmentée comme dans ce jeu, peut avoir sur la façon dont on circule en ville et des choix d'itinéraires, des détours qu'on peut y faire. Ouais. Olivier, tu prends sur la notion effectivement, de culture, etc. Alors, c'est vrai que le phénomène était massif, il a été très visible et spectaculaire, donc on a regardé comme si on était face à une mutation profonde, et puis on voit avec un peu de recul que finalement le phénomène lui-même est retombé. Et donc on peut dire deux choses. La première, c'est il y a beaucoup d'autres jeux avant Pokémon Go qui avaient exploité cette logique-là et qui ont eu leur vrai succès sur des communautés peut-être plus petites, mais où c'était quand même très joué. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les détournements de mobilité, ça ne fonctionne qu'un temps. Donc cette logique d'exploration, de regarder l'environnement un peu autrement, il y a une phase très intense et puis qui s'épuise, qui se tarit assez rapidement. Donc ça, ce phénomène finalement a une durée de vie pas très longue, et puis on passe sur une autre modalité qui est effectivement le cas que tu évoquais avec la Villette, hein, d'arènes qui sont connues, et donc on va organiser des micro-détournements dans le chaînage quotidien, ce qui veut dire qu'en gros, dans nos mobilités quotidiennes, on va peut-être avoir 2-3 temps d'arrêt, où on va avoir un parcours avec un bus ou avec un métro, et donc effectivement, on sait que des joueurs vont prendre une mobilité alternative
attendre un train en plus, un quart d'heure en plus avant de prendre un autre train pour exploiter ces espaces-là de manière ludique. Et donc, effectivement, dans le chaînage, ça peut venir générer d'autres modalités d'expérience de la ville avec ce bénéfice. Mais on n'est plus dans ce côté hyper spectaculaire de je découvre la ville autrement, je me faufile dans des ruelles que j'ignorais. Ça, ce phénomène, finalement, il est assez circonscrit. Mais dans ce que tu suggères, Olivier, et pour faire un pont avec une autre notion très classique et pas si éloignée finalement du jeu, on pourrait dire presque avec des jeux comme celui-là et la réalité mixte, on pourrait presque nudger les utilisateurs, les joueurs pour les diriger quand même et leur suggérer certains usages de la vie. Oui, c'est ce que font certains opérateurs de mobilité, notamment à Londres. Il y a eu des pratiques très claires là-dessus. En ayant connaissance des moments d'engorgement maximal des lignes, eh bien de nudger d'autres mobilités qui ramenaient des points pour essayer de désengorger. Donc effectivement, il y a une mécanique subtile et donc quand les incitatifs sont très clairement liés à un bénéfice de ce type, on perd de l'intérêt du jeu. Et donc, beaucoup d'expérimentations étaient un peu maladroites parce que trop littérales, et donc ça ne crée pas d'engagement de communauté de joueurs. Donc, effectivement, il y a un potentiel. Alors, dernière chose peut-être, et puis je m'arrête là, c'est qu'on sait aussi que la sociologie des joueurs est très inégale, qu'il y a des territoires, on s'est rendu compte, puisqu'on fait des cartographies de territoires grâce à Pokémon, on voyait là où les spots étaient concentrés, et donc on voyait aussi qu'il y avait des espaces urbains qui étaient sous-exploités, voire vides de jeux, parce que précisément, c'est une mécanique qui s'enrichit elle-même, donc les spots s'alimentaient là où les joueurs étaient, et donc ça crée des déserts numériques en quelque sorte. Donc le risque de ces nudges, c'est qu'ils ne sont pas équitables dans leur capacité à adresser l'ensemble de la population, donc il y a aussi ici un point intégré quand on veut utiliser ce genre de dispositif. Je veux rebondir sur la question d'Alban et l'échange qui est en train de se nouer entre Nicolas et elle sur le chat. Alban nous suggère, là encore, toujours un peu dans cette idée d'interaction entre le jeu et la ville, se demande si on pourrait pas capitaliser finalement sur les retours, sur les idées, sur les contributions ou plus simplement sur les comportements des joueurs pour justement concevoir la ville. Essayer de s'inspirer de leur comportement un peu à la façon dont on le fait, j'allais dire, en utilisant le big data aujourd'hui dans plein d'usages. Alors, il y a plusieurs réponses là-dessus. Il y a la manière dont les gens se comportent dans les jeux vidéo, tel qu'on peut le voir dans Twitch, où là, typiquement, on peut aller regarder si quand j'implémente le mode dans Minecraft, est-ce que les gens ont envie de jouer avec? Est-ce qu'ils commencent à négocier? Est-ce qu'ils mettent en place une négociation carbone, etc. Ça implique de le faire de manière un petit peu massive. Il y a des tout petits éléments individuels, comme dans toute l'analyse de fiction, on va aller chercher une interaction ou un comportement type. Beaucoup de temps en ville à essayer de parler avec des gens, quel type de lieu. Mais je pense que le cas le plus puissant là-dessus, c'est le cas dont parlait Olivier à Boston avec Chinatown, mais peut-être qu'on va revenir dessus. Et on a d'autres exemples en Netherlands, j'ai oublié le nom du jeu, Olivier, où ils ont recréé ça. Il y a aussi des tentatives de modélisation de la gentrification en fait en ligne avec des jeux vidéo. Donc en fait, le jeu vidéo en tant que tel est un outil qui, une fois correctement gamifié, permet d'aller analyser des comportements sociaux, évidemment. La question est-ce qu'il est développé spécifiquement pour? Donc là, on peut penser à Chinatown et aux jeux de gentrification. Ou est-ce qu'on capitalise sur des usages, sur des jeux qui ne sont pas censés l'être? C'était l'exemple de Fortnite tout à l'heure, par exemple. Olivier, non, tu veux... c'est exactement ça. Aujourd'hui, en fait, le point qui nous a marqué, c'est il y a un tel poids de l'algorithme qui construit le jeu que vous devez absolument vous interroger sur ce que cet algorithme va rendre possible. Et ça peut autant être une source justement de mise en critique, comme dans le cas de ce jeu sur la gentrification aux Pays-Bas qui montre des effets très violents de spéculation sur la valeur économique des quartiers, ou à l'inverse, un SimCity qui va vous laisser entendre que finalement, vous devez croître votre ville nécessairement, sinon si elle arrête de croître, elle s'effondre. Et donc là, il y a vraiment déjà il y a une éthique finalement de l'algorithme qui est très puissante. Et donc si on va en faire un objet participatif, eh ben, il faut précisément s'attacher à bien la travailler initialement. À noter que la forme du jeu a déjà été utilisée à plusieurs reprises et à l'initiative parfois d'institutions pour justement sensibiliser des citoyens aux formes du budget, aux règles de la façon dont pouvoir équilibrer un budget municipal, par exemple, etc. Mais on reste assez loin dans ce qui est
disons, convenu d'appeler des serious games, on reste quand même assez loin des formes du jeu à proprement parler, et dont le principal attrait est d'abord d'offrir une expérience ludique. Une autre question de Julien. Pardon. Non, excuse-moi, sur Alban, en fait, oui, effectivement, le côté contribution, réflexion, évidemment, pas au même niveau, d'où la difficulté. Finalement, est-ce que tu hackes un système de jeu où il se passe quelque chose que tu peux observer, ou est-ce que tu développes quelque chose spécifiquement dédié à ta question? Voilà, excuse-moi, je m'arrête là, Mathieu. Une question de Julien, Julien Guillaume, qui demande si, au fond, à force de mettre à disposition des données ouvertes, on pourrait pas imaginer, décrivant finalement les villes et leurs différents attributs, on pourrait pas imaginer le développement d'espaces de simulation de plus en plus réels, comprendre en réalité de véritables jumeaux numériques des villes dans lesquelles évoluer. Ça, c'est un sujet qui nous a honnêtement fasciné. Vous avez tous suivi ce buzz Notre-Dame a brûlé, que tous les joueurs ressortaient larmoyant une capture d'écran d'Assassin's Creed en disant je suis tellement heureux de te revoir. Et en fait, quand on a contacté Ubisoft, ils nous ont envoyé des photos intermédiaires de leur travail. Et on a été honnêtement impressionnés par le travail, l'engagement et les modélisations et les outils qui sont mis en place pour reproduire des éléments qu'on connaît. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait en fait? Une fois que j'ai mon jumeau numérique, concrètement, à quoi ça va me servir? Dans l'IA, on n'en a pas parlé là, mais on a un cas qui nous a frappé, qui est celui d'un producteur de cartes de jeux vidéo, c'est Nvidia, de cartes de jeu, pardon, enfin de cartes vidéo, pardon, pour ordinateur, Nvidia, et qui arrive en fait, en partant de quelques éléments, à reproduire des environnements complets urbains avec la fluidité, la mobilité, les voitures, les vélos, etc. Mais juste quelques données d'entrée. Donc on a d'un côté quelque chose où on va faire la génération procédurale, de l'autre côté une tentative de répliquer parfaitement la ville. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'on en fait? À gérer la notion je sais pas, les SDF dans la ville ou une immigration forte. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une modélisation complète de la ville pour faire ça? Ou est-ce que je peux le faire avec juste des rues à plat et une représentation graphique assez usuelle? Ça c'est un peu mon cri du cœur là. Oui, c'est vrai qu'effectivement, on voit des initiatives dans ce sens-là, de villes qui donnent accès à leurs données, qui utilisent notamment Minecraft pour inviter des citoyens à modéliser des morceaux de ville. Et donc, il y a plusieurs villes, hein, il y a Rennes en France, Liège en Belgique, et il y en a évidemment plein d'autres qui font ça, où on a des clubs qui font ce genre de choses. Mais effectivement, on a eu peu de cas d'usage après qui nous démontrent un vrai saut qualitatif par rapport à la simulation plus classique. Il y a eu quelques programmes qui utilisent ces outils-là pour justement avoir à nouveau une approche un peu de construction anticipée, donc d'essayer d'anticiper les impacts de grands projets urbains sur, on va dire, l'aménagement de la ville, puisque du coup on la retrouve comme ça, on peut le tester en grandeur nature et puis la vivre un peu mieux que si on se la voit sur des visuels classiques, mais qui finalement ont peu eu d'impact à long terme. Donc voilà, à nouveau, on est sur la potentialité plus que pour l'instant sur l'exemple inspirant. Okay. Ça pose un peu la question aussi quand même de ce qu'on attend, de ce que le joueur attend d'une ville. Est-ce que c'est au fond recréer l'expérience urbaine telle qu'on peut la vivre, j'allais dire presque au quotidien, mais la vivre et la pousser avec quelques accessoires? Vous avez par exemple évoqué les différents modes de déplacement qui peuvent être proposés, ou précisément une ville dont on peut et dans laquelle qui donnerait un accès et un raccourci vers des imaginaires et vers des expériences qui n'ont rien de commun précisément avec celles du quotidien. Vous m'avez donné une opportunité de resignaler deux liens que j'ai partagés un peu plus tôt dans le chat. L'un vers une conférence qui faisait intervenir l'un des directeurs artistiques et un des directeurs de création d'Ubisoft précisément, qui était venu expliquer à Léonard l'été dernier comment justement ils avaient remodélisé et recréé alors le Paris médiéval, la Thèbes antique, etc., etc. Et effectivement, il est extrêmement intéressant, un fil vidéo qui accompagne l'article dont j'ai partagé le lien, de voir comment justement il procède et avec quel regard d'architecte, d'historien, il procède. Et une deuxième remarque, une deuxième mention, je faisais également, je crois, j'ai dû vous renvoyer vers la vidéo présentant le produit une map Minecraft
lauréate du concours Craftaville qui avait été organisé l'an dernier, là encore, par le ministère de la Cohésion des Territoires, où une équipe donc était venue présenter. Pardon, j'ai dit Minecraft et mon fils arrive. Voilà. Arrête Antoine, je t'en prie. Il est parfait. Il est vraiment parfait. Donc méfiez-vous si vous parlez de Minecraft, il peut y avoir des effets secondaires. Donc une équipe était venue présenter la modélisation donc de la ville de Calais telle qu'il l'avait réimaginé. Et ce qui m'avait marqué, c'était que cette équipe qui s'était réunie sur un serveur se réunissait et se retrouvait pour la première fois à Léonard, donc à l'occasion de notre invitation. Ce à quoi je voulais arriver, c'est que on sait que les villes intéressent par la densité extrême qu'elles offrent et les possibilités de rencontres et de nouvelles interactions. Or, bien évidemment, dans ce cas-là, ces rencontres et ces expériences partagées, disons, sur un serveur, finalement, se rapprochent un peu de l'expérience urbaine, c'est-à-dire donc la possibilité de rencontrer, pourquoi pas, des inconnus, d'autres talents et des gens avec lesquels interagir. Est-ce qu'on reproduit en ligne des comportements qui… Oui, Olivier, tu es là? Des comportements qui… d'accord, des comportements qui sont sociaux. Là, il y a une grosse littérature là-dessus. Il y a eu, à l'époque où Second Life est sorti, il y a eu un cas enregistré de viol dans Second Life au bout de 4 jours qui était largement documenté. Donc là, il y a des choses. Moi, ce qui m'intéresse plutôt dans votre question, je ne sais pas si c'est ça, c'est la notion. Est-ce que disait Mathieu il y a 2 secondes, le fait qu'on soit massivement présent dans les jeux vidéo. En fait, il y a quand même un cheat code dans le jeu vidéo qui est que pour mettre 1 million de personnes au même moment dans la même salle de jeu et qui vivent la même chose, j'ai la possibilité de multiplier les chambres, en fait, les espaces. Et quand je me log pour jouer sur un serveur américain ou français, c'est ce que je fais. Je me log juste dans un univers qui a été recréé. Et donc, automatiquement, quand le bar se remplit et qu'on dépasse les 50 personnes et que je ne peux plus interagir avec le serveur, je vais recréer un bar faux sur un autre serveur et je vais multiplier ça. Et donc, paradoxalement, les comportements de foule sont très mal rendus dans les jeux vidéo parce qu'ils ont cette capacité à fluidifier et à tricher, en fait, à tordre la réalité. Je ne sais pas si c'est ce que vous entendiez par là, Abdel. Je ne sais pas si Olivier comprend autre chose et si tu veux rebondir. Moi, je veux faire le lien entre ces 2 discussions, la créativité et effectivement les effets de violence aussi. Oui, effectivement, Second Life a été bien documenté, même si l'objet est un peu vieux. On a pas mal de recul et il reste encore aujourd'hui des centaines de milliers de joueurs, donc ça reste un monde virtuel interpellant. Ce qui est intéressant finalement, c'est que il y a beaucoup de fantasmes aussi, hein, parce que les cas de violence sont surdocumentés. Dès qu'il y a un échec là-dedans, on en fait tout un buzz et on voit pas, au contraire, toutes les formes de civilité beaucoup plus conviviales qui existent par ailleurs. Et donc, par exemple, sur Second Life, il y avait l'idée que c'était un monde sur lequel les hommes se prenaient toujours un avatar féminin, ce genre de trucs, qui sont en fait pas du tout tenables sur le long terme, c'est pas du tout avéré. Mais on a cette projection sur le fait que virtuel égale liberté débridée. Alors qu'en fait, sur Second Life, on va voir des mouvements de solidarité extrêmement poussés, des mouvements sociaux. On a vu des grèves qui s'étaient organisées pour essayer de pousser hors du territoire des entreprises qui avaient des pratiques jugées néfastes pour les résidents de Second Life. On voit aussi que c'est un espace qu'on appelle d'hypercréativité parce que c'est des gens qui sont physiquement, il y a pas mal d'usagers qui sont effectivement physiquement avec une forme de handicap et qui viennent explorer d'autres modalités de sociabilité dans ces espaces, avec beaucoup de bienveillance et justement d'ouverture d'esprit, parce qu'on a une capacité à réinventer le corps, à proposer d'autres rapports de genre, de tester des choses qu'on aimerait être, mais qu'on n'arrive pas à être réellement. Donc voilà, j'inviterais juste à la défiance vis-à-vis de certains fantasmes de monde où il y aurait plus de règles. Au contraire, quand c'est massif, les joueurs recréent des règles, contrôlent les autres joueurs qui sont nouveaux et qui respecteraient pas ces règles. On voit ça dans les MMORPG, hein, où très vite, quand on est newbies, on a des recommandations parfois assez dures de ce qui est bon et mauvais comportement. Donc c'est pas des espaces hors la loi, en fait, c'est plutôt des espaces de sociabilité avec d'autres modalités de construction des identités. Et c'est ça qui les rend intéressants en termes de créativité, justement. On a vu un exemple avec les permis de construire hein, dans Second Life. Si tu peux raconter l'histoire ou… Oui, sur Second Life, ce qui est intéressant, c'est que les permis de construire sont répartis par rapport à une carte au sol, mais il n'y a pas de règle de hauteur. Donc, du coup, certains résidents achètent du sol et puis construisent 2 kilomètres au-dessus pour s'extraire de la vue des autres, etc. Ou
où par ailleurs, il n'y a pas de règle de contiguïté de parcelles, en fait. Donc, c'est là on se retrouvait avec des gens qui avaient leur territoire et puis venaient s'installer un shop d'une marque juste contigu à la maison d'un autre résident. Et donc ça a choqué. Et là, on a eu des mouvements sociaux avec des grèves, des ateliers de création de colicos et de pancartes. Enfin, vraiment, c'est comme dans la vraie vie, mais d'une autre manière, pour essayer de gérer justement ce partage de l'espace. Le problème de Second Life, par exemple, c'est qu'ils ont commencé avec un continent et des îles, et tout le monde voulait des îles. Donc au final, c'est devenu qu'une île, parce qu'il y a ce tropisme de vouloir un bout de plage, et donc c'est un territoire hyper îlien. Voilà, donc il y a ces mécaniques qui sont intéressantes parce qu'il y a une liberté, mais ça ne veut pas dire n'importe quoi, ça veut dire d'autres choses testées. On n'a pas de son, Mathieu. Une dernière question, merci Nicolas, merci Olivier. Une dernière question qui nous renvoie à nouveau au réel, qui est une question qui était posée par Alexandre et qui demandait si dans l'étude on était susceptible de trouver des inspirations utiles en ces temps de crise et de crise sanitaire en particulier. Alors la question de la résilience, c'est évidemment une des questions que vous avez abordées et au fond, même si c'est une apocalypse vivable pour l'instant que celle que nous connaissons là, elle a certainement un certain trait précisément commun avec certaines des apocalypses que vous avez pu voir en jeu. Il y a un jeu qui nous a beaucoup marqué, qui est The Last of Us. Non, This War of Mine. This War of Mine, alors c'est métaphorique par rapport à c'est pas une réponse directe avec une pandémie ou autre chose, mais c'est un jeu qui a été développé, on est dans une ville, on est assiégé en temps de guerre, et paradoxalement, on joue le rôle d'un survivant, mais on n'est pas un soldat, on doit juste protéger sa famille, se nourrir. Et il y a cette notion de vivre la vie à la place d'eux dans les jeux vidéo qui est extrêmement intéressante. On a interviewé des gens qui développent des jeux indépendants, hein, en disant, mais finalement, si je me mets à la place d'un SDF ou d'un immigrant, comment est-ce que je vis la ville? Et donc, il y a cette capacité à simuler et à faire vivre, à donner à voir et à donner à ressentir, en fait, des situations qu'on n'a pas l'habitude de jouer dans les jeux. C'est pas du tout courant, c'est pas la masse des jeux auxquels on joue sur PlayStation. Et il y a 2-3 pépites comme ça de cet ordre-là. Est-ce qu'on a listé ou est-ce qu'on a vu des jeux qui répondent de manière assez littérale à ce qu'on vit en ce moment? J'en ai pas le souvenir, Olivier. Non, j'ai pas non plus le souvenir que on a des pandémies, mais qui jouent sur le côté, voilà, on est dans l'après, on est dans le monde qui s'est déstructuré. Donc, et ça, c'est peut-être une limite aussi des jeux, c'est que le nombre d'archétypes qui est joué est assez limité. Et j'aurais presque envie de dire, la première chose qui peut nous aider dans le jeu aujourd'hui, c'est de prendre du recul vis-à-vis de ces archétypes. Alors, il y a peut-être certaines métaphores qu'on utilise aujourd'hui pour communiquer sur la réaction à la pandémie qui ont une chambre de résonance dans le jeu et dont on aurait intérêt à prendre du recul, hein, notamment voilà, sur des approches qui sont très guerrières, on va dire, de la gestion de la crise, qui sont les approches qu'on retrouve dans le jeu. Et donc, ça permet aussi d'éprouver les limites de ces métaphores, en ce qu'elles créent des sociabilités angoissées. Donc, c'est peut-être aussi là-dedans, les imaginaires sont interpellants, c'est de prendre du recul sur les mots et les images qu'on utilise pour parler de ce qu'on fait. Et là-dessus, les jeux sont un miroir assez grossissant déjà. Merci Nicolas, merci Olivier. Je vais vous proposer qu'on s'en tienne là. Merci pour votre intervention qui était encore une fois particulièrement inspirante. Je prends encore un instant pour vous donner rendez-vous la semaine prochaine, puisque nous avons déjà un programme donc de prochaines rencontres que vous pourrez découvrir sur le site et que je vais partager dans un instant sur le chat. Il sera question la semaine prochaine du concept de résilience et justement stressé, mis à l'épreuve de la crise sanitaire. On va parler d'urbanisme temporaire avec Nicolas Dietrich, qui est le fondateur de Yes We Camp. On parlera de transition environnementale de la construction à nouveau avec Dimitri Roussel, qui est l'un des architectes qui est notamment été l'un des auteurs de l'Arbre Blanc, qui est un bâtiment notamment bioclimatique qui a été monté à Montpellier et on accueillera également Philippe Chambaretta, donc un autre architecte qui lui nous parlera de sa vision des Champs-Élysées. Donc suivez le site et la newsletter de Léonard où l'ensemble de ces prochaines rencontres seront annoncées. Ne partez pas si vous avez encore un moment. À la suite de la conférence, à l'instant même, vous pourrez retrouver Nicolas, Olivier et une bonne partie de l'équipe de Léonard sous l'onglet Networking pour y faire quelques rencontres de hasard et continuer de débattre avec nous. Voilà, merci à tous et à très très bientôt.
Merci. Merci.